Bien le bonsoir chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec le tome 2 de Lightlark que je viens de terminer il y a à peine 8 minutes. J'ai donc terminé le tome 2 de Lightlark qui est normalement une trilogie, sauf si l'autrice décide d'en écrire encore un nouveau, ce qui ne serait pas pour me déplaire, mais étant donné que je dois déjà attendre très longtemps avant la sortie du tome 3, techniquement j'aimerais bien que ça se termine en une trilogie, mais bref. Comme je vous le disais, je viens de terminer Nightbane, qui est le deuxième tome de la série Lightlark, écrit par Alex Astor et sorti en France édition Lumen, au prix de 17 €. Nightbane, il est sorti il y a à peine 2 semaines en France, et l'autrice l'a publié aux États-Unis seulement en octobre-novembre de l'année dernière. Ce qui fait que, on est encore dans l'attente du tome 3. Le tome 3, normalement, ne paraît qu'en fin d'année, normalement, c'est même pas encore sûr. Il est censé paraître en novembre. Donc j'imagine qu'avec la traduction, il paraîtra en France, sans doute dans les mêmes eaux, donc avril 2025 pour le tome 3. Cette vidéo va donc potentiellement contenir du spoil, étant donné qu'on parle d'une suite de séries. J'espère en tout cas que vous avez lu le tome 1, parce que sinon vous n'allez rien comprendre de ce que je vais dire. Rapide résumé du tome 1 de Lightlark. Lightlark, c'est quoi? C'est une compétition qui a lieu tous les 100 ans, qui va réunir tous les hauts rois et reines des différents royaumes pour essayer d'arrêter une malédiction. Donc l'histoire du tome 1 se concentrait autour de cette compétition. On rencontrait les différents personnages, les différents rois et reines de ces différents royaumes. On rencontrait également ces différentes populations sur l'île de Lightlark. Et du coup, on suivait un petit peu l'évolution durant le Swordnal. Et bien sûr, si vous avez lu le tome 1, et je vous le souhaite parce que sinon on va passer à du spoil, eh bien, on sait qu'ils ont réussi à mettre fin à la malédiction. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire va bien au-delà d'une simple question de malédiction. C'est ce que j'expliquais déjà dans ma vidéo précédente, c'est qu'on se rend compte à la fin du tome 1, avec tous les éléments qui arrivent petit à petit, que en fait, l'univers de Lightlark, c'est bien plus qu'une compétition. Je vous avais donné un exemple, c'est l'exemple de Hunger Games. Au début, on pense que c'est juste une compétition entre 12 districts, mais au final, ça se transforme en révolution. Et voyez ça un petit peu de la même manière. Au début, on pense que c'est juste une compétition entre 6 hauts rois et hautes reines des différents royaumes, mais au final, c'est bien plus que ça. Et donc, dans ce deuxième tome, qu'est-ce que l'on va retrouver? Je vous fais un rapide résumé en essayant de ne pas vous spoiler. Donc Isla, à la fin du premier tome, elle arrive dans l'antre des miroirs, donc le château des sauvages, et elle va essayer d'ouvrir cette porte qui reste fermée depuis de trop nombreuses années. Elle se rend compte du coup que la clé pour ouvrir cette porte, c'est la couronne qu'elle porte. Et en fait, le problème, c'est que quand elle essaye d'ouvrir cette porte, et ça on l'apprend dans le tome 2 dès le début, quelque chose d'une sorte de force la repousse automatiquement. Et en fait, elle n'a pas accès à la fameuse porte qui, à la fin du tome 1, vous donne envie de lire le tome 2. Voilà. Et en ayant lu le tome 2 en entier, sachez qu'elle finit enfin par l'ouvrir, mais qu'on n'en sait pas plus après. Encore une fois. Et dans le tome 2, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, Isla apprend à la fin du tome 1 que elle a toujours vécu avec des pouvoirs, mais qu'en final, elle en a 2. Elle a le pouvoir des sauvages, mais également le pouvoir des nocturnes. Et la raison est la suivante, c'est qu'elle a un parent sauvage et un parent nocturne. Elle est donc le fruit de cette étrange union, et la partie nocturne qui se cache en elle camoufle sa partie sauvage, ce qui lui a fait croire toute sa vie qu'elle n'avait pas de pouvoir. Et donc dans ce deuxième tome, son objectif, ça va être d'apprendre à les manier. Et donc ça va être ça tout au long de l'histoire, c'est pour ça que je trouvais que le début était un petit peu lent parce que ça mettait du temps à se mettre en place, mais on commence enfin à voir quel est le nouvel enjeu de ce livre, parce que dans chaque histoire, il y a souvent un enjeu. Donc dans le premier tome, c'était réussir à mettre fin à la malédiction, et là dans ce deuxième tome, la menace qui pèse, c'est que désormais Grimshaw, le roi nocturne, qui était également la personne qu'elle aimait auparavant, représente désormais cette menace qui va s'abattre sur Lightlark. Il a informé l'ensemble des populations qui se trouvaient sur l'île que dans 30 jours, il viendrait la détruire et qu'ils avaient le choix entre le rejoindre ou se battre contre lui. Et donc enfin on rentre dans le cœur du sujet, enfin on rentre dans le cœur de la bataille. On en apprend beaucoup plus dans cette histoire sur ces différents univers et surtout la relation qui la lie au final à Grimshaw, parce que comme on l'apprend, il me semble, à la fin du tome 1, en fait Grimshaw, elle le connaît d'avant le Centenal, parce qu'un jour elle s'est téléportée avec sa baguette astrale dans les terres nocturnes, et elle a fait la rencontre de Grimshaw, et on va suivre un petit peu leur quête à tous les deux, parce qu'ils avaient une mission à la base, et en fait on va les voir se rapprocher petit à petit et créer le lien qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif dans ce deuxième tome, ça va être d'apprendre à manier ses pouvoirs, essayer de se rappeler les souvenirs qu'elle a vécu avec Grimshaw pour savoir pourquoi il veut détruire l'île, et enfin essayer de l'en empêcher.
Alors quel est mon avis sur ce second tome de Light Lark? Je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçue par le début, dans le sens où le premier tome, il m'a très rapidement captivée, même si le début pouvait être quand même lent à mettre en place. Il m'a captivée énormément et assez vite, parce que l'univers était très bien construit et que les personnages étaient déjà très bien introduits. Surtout que l'histoire s'est vraiment accélérée sur la deuxième moitié du livre, et on apprenait de plus en plus de choses sur la fin, ce qui me donnait vraiment envie de découvrir ce nouveau tome qui venait de paraître. Mais du coup j'étais un petit peu déçue, parce que vraiment on montait crescendo dans le tome 1 et on est redescendu d'un coup dans le tome 2. Mais en même temps je pense que c'était nécessaire aussi, parce qu'on ne peut pas toujours monter en pression. Il faut bien redescendre à un moment et il faut pouvoir installer un petit peu les bases de l'univers et apprendre à connaître les personnages et les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Donc je comprends totalement. Mais du coup, j'ai quand même été un petit peu déçue et j'ai mis plus de temps que j'aurais pensé pour lire l'histoire. Parce que du coup, le début, comme je vous l'ai dit, il était un peu lent. Sauf que les choses commencent à vraiment s'accélérer quand elle commence à se rappeler de ses souvenirs avec Grimshaw. Pour vous expliquer un petit peu, au fur et à mesure qu'elle apprend à manier ses pouvoirs, en fait, quand elle dort, elle rêve. En fait, ces rêves, c'est pas juste des rêves, c'est des souvenirs qu'elle a et que Grimshaw a effacés de leur passé commun pour lui permettre à elle, en fait, de passer à autre chose, de vivre, mais sans lui. Sauf que, voilà, ces souvenirs remontent à la surface et elle ne s'autorise pas à revenir dessus parce qu'à ce moment-là, elle est avec Oro, qu'elle aime de tout son cœur aussi, même si elle a du mal à comprendre ce qu'est l'amour. Et en fait, elle s'empêche de repenser à tout ça. Sauf que voilà, au moment où elle rencontre l'oracle et que celle-ci lui dit que elle doit se souvenir pour pouvoir avancer, les choses changent complètement et la dynamique du livre s'accélère. En fait, l'histoire commence à devenir vraiment intéressante à partir du moment où elle accepte qu'elle a ses souvenirs avec Grimshaw et qu'elle est obligée d'y repenser pour pouvoir trouver des éléments qui vont l'aider pour essayer de l'empêcher de détruire l'île. Essayer de comprendre pourquoi il veut arriver sur l'île, quel est son objectif, et essayer de trouver l'objet de son désir avant qu'il puisse mettre la main dessus. Donc je trouve que l'autrice a super bien géré ça parce que pour ma part je suis vraiment une team Grimshaw plus qu'une team Oro. Et je trouve que l'alternance des points de vue entre les souvenirs et le présent fait que ça accélère vraiment le jeu. Parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé, comment sa relation avec Grimshaw s'est autant solidifiée. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'étais dans le présent, j'étais en mode vite, je veux retourner dans le passé en fait, je veux savoir ce qui se passe. Donc voilà, je trouve qu'elle a super bien manié ça et ça a vraiment accéléré le jeu d'écriture. J'avais envie de faire un petit mot également sur les relations amoureuses dedans, parce que je trouve que l'autrice a super bien géré. Après, c'est peut-être juste une question de point de vue, mais comment vous expliquer, je vois là justement de la team Oro et la team Grimshaw, là j'ai vu pas mal de gens qui étaient dans la team Oro, mais comme une très grande majorité qui étaient dans la team Grimshaw, et je suis de tout cœur avec vous en fait. Et je trouve que l'autrice a super bien géré parce que il y a quelque chose un peu d'inexplicable qui fait que on sent que la relation qu'elle a avec Koro, c'est quelque chose de sain, c'est doux, mais c'est pas l'amour. Et en fait, dans la manière dont elle dit certaines choses, on voit que le personnage elle-même, elle doute en fait. C'est qu'il y a plein de moments où elle va se dire c'est donc ça l'amour, c'est ça aimer quelqu'un, c'est donc ça aimer. Et en fait, quand en parallèle, t'as les souvenirs avec Grimshaw où elle se pose jamais la question, mais elle sait qu'elle est attachée à lui, on sent quand même que c'est pas la même chose. C'est pas le même amour, c'est pas le même attachement. On sent que elle a une attache à Grimshaw qui est beaucoup plus forte que celle qu'il a reliée à Oro. Et on sait, en fait, le truc c'est qu'on sait pas pourquoi elle est autant accrochée à lui, parce que émotionnellement parlant, il y a rien qui les lie, genre j'ai l'impression. Il est juste... Enfin, Oro, c'est vraiment un gars hyper cool, hyper gentil, hyper protecteur. Enfin, il est très bien. Mais genre, on sent que c'est pas avec lui qu'elle doit finir. On sent que c'est avec Grimshaw. S'il vous plaît. Alors, vraiment, ça si l'autrice ne les... J'en perds mon latin. Si l'autrice ne les met pas ensemble à la fin, je fais un AVC. Je ne peux pas accepter ça. Parce que, ne serait-ce que dans le style d'écriture, on sent qu'elle n'a pas la même attache à Oro qu'à Grimshaw. Ça se voit qu'elle aime profondément Grimshaw, ok? Et c'est pourquoi ce tome 2 est un Enemies to Lovers to Enemies to Lovers, ok? Sinon, est-ce que j'ai un petit commentaire à dire sur l'univers? Franchement, j'ai grave kiffé parce que
les moments où elle retournait dans le passé, donc dans ses souvenirs, on avait du coup la connaissance des terres nocturnes. On en apprenait plus sur le mode de vie, sur comment était la population, sur les menaces qui venaient et surtout sur les enjeux et pourquoi en fait Grimshaw cherche à aller sur Lightlark et détruire l'île. En fait, c'est ça son objectif en essayant de se rappeler, c'est essayer de comprendre pourquoi Grimshaw fait tout ça. Et justement, on en apprend, en même temps qu'elle, elle apprend des choses sur ce que lui il veut. Nous, on en apprend plus sur l'univers et j'ai grave kiffé. J'ai trop aimé et ça m'a fait me poser plein de questions et je suis là en mode mais quoi? Mais la fin me met mal parce que c'est obligatoire qu'il y aura une suite. On ne peut pas, je vous le dis, laisser ça en duologie, c'est impensable. C'est impensable de laisser ça en duologie, vu la fin, surtout avec la fameuse porte de la fin du tome 1 et du début du tome 2, surtout avec cette fameuse porte, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de tome 3. C'est obligatoire. Mais du coup, ça nous fait nous poser plein de questions parce qu'on se rend compte que, encore une fois, l'univers est encore plus vaste que prévu. L'univers est encore plus grand. Et je trouve ça dingue. Et je me demande du coup combien de tomes la série va faire parce que l'univers est si vaste, mon Dieu. Genre j'ai tellement envie de tout apprendre, de tout découvrir. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment qu'elle puisse sortir son tome 3. Et je suis vraiment à ça, je vous le dis, de l'acheter en anglais quand il sortira parce que d'une part j'ai envie de commencer à lire en anglais. Et d'autre part, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Tout simplement. Je sais pas si j'aurai le courage d'attendre un an. Enfin bref. Voilà, pour vous dire que j'ai quand même vachement apprécié ce tome 2, qui je trouve en vaut la peine, même si le début était un tout petit peu plus lent, et que ça m'a pris un peu plus de temps de lire, et de me mettre vraiment dans l'histoire. J'ai vraiment bien accroché l'histoire, j'aime toujours la relation entre les personnages, surtout avec Grimshaw, oh my gosh. Et je comprends mieux désormais pourquoi, dans le tome 1, Grimshaw était aussi attaché à Isla, parce que je trouvais que ça s'était fait super rapidement, mais en fait, il y a tout un passif, donc forcément que le gars est déjà attaché, et ça fait longtemps, en fait, que tu la connais. Enfin bref, c'est trop mignon, j'ai trop kiffé. Je vous recommande juste d'aller le lire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, allez lire, c'est tout. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.